Bonsoir tout le monde, merci de nous avoir rejoints et bienvenue à la première présentation sur comment se préparer pour le Tour du Mont Blanc. Je m'appelle Marvin Faure et je suis le fondateur et gérant d'Alpincol. Alpincol est un groupe d'entraîneurs cyclistes basé dans les Alpes, dont 4 coachs français, un néo-zélandais français et un anglo-français. C'est moi, comme vous l'aurez sans doute deviné par mon accent. Donc, cette première présentation porte sur les principes de votre plan d'entraînement personnel et se focalisera plus particulièrement sur la première moitié de votre entraînement, c'est-à-dire la période allant de maintenant à avril. La présentation va durer entre 35 et 40 minutes et les deux présentations qui restent après auront lieu le 30 mars, lorsque je présenterai la partie 2 du plan d'entraînement, et enfin le 29 juin, lorsque je présenterai comment réussir au mieux votre Tour du Mont Blanc le jour J. Je répondrai avec plaisir à toutes les questions à la fin, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos questions plus tard si vous voulez par email à info@alpincol.com. Je répondrai à tout le monde dès que possible. Alors, commençons par un rapide coup d'œil sur le profil, pour se rappeler de quoi il s'agit. On dit souvent que le Tour du Mont Blanc est le cyclo d'un jour le plus difficile au monde. Comme vous le savez, il s'agit d'une boucle autour de la plus haute montagne d'Europe à travers 3 pays, la France, la Suisse et l'Italie. Je ne vais pas détailler le parcours aujourd'hui. Il suffit de dire qu'il fait 330 km et comprend 8300 mètres de dénivelé positif, répartis sur 5 montées majeures et quelques autres plus courtes, pour un total d'environ 150 km à grimper. Ce sont quand même des chiffres énormes et vous ne devez pas prendre le Tour du Mont Blanc à la légère. Je ne saurais trop insister sur la difficulté de l'épreuve et donc sur le sérieux avec lequel vous devez vous préparer. Alors, le jour J, tout le monde commence dans la nuit, à 5 heures du matin, et contrairement à ce monsieur sur la photo, beaucoup finiront après la tombée de la nuit, devant peut-être même faire la descente du Commet de Rosslyn et la montée finale des saisies dans le noir. L'heure limite est minuit, donc tous ceux qui arrivent prennent entre 12 et 19 heures pour terminer le Tour du Mont Blanc. Dans une bonne année, le taux de non-finisher est d'environ 40%. Et franchement, il vaut mieux ne pas demander ce qui se passe lorsque la météo est mauvaise. L'événement est avant tout un défi d'endurance, et bien que tous les participants soient chronométrés, il n'y a pas de classement officiel et tous les arrivants reçoivent une médaille et un diplôme or qui est franchement bien mérité. Il s'agit en fait d'un défi à 3 niveaux, mental, physique et nutritionnel. Le fait d'être trop juste physiquement ou de ne pas manger et boire suffisamment vous arrêtera aussi bien qu'une défaillance mécanique grave, mais la raison la plus probable d'abandonner, en fait, c'est mental. Pour beaucoup, il s'agira de la pelouse la plus difficile qu'ils aient jamais faite. À mi-parcours, vous aurez roulé presque l'équivalent de la marmotte, mais ce n'est encore qu'à mi-chemin. Vous allez probablement rouler jusqu'à vos limites, puis aller encore plus loin, vivre des moments d'euphorie suivis des moments de désespoir. Il faut vraiment puiser très profondément. Et pendant les moments difficiles, tout le monde pense à s'arrêter. Ceux qui sont le mieux préparés physiquement et mentalement vont trouver la détermination pour continuer. Donc c'est pour ça, je pense que vous êtes là. Il faut vraiment bien se préparer pour ce défi qui, encore une fois, n'est vraiment pas à prendre à la légère. Donc j'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. Je pense que c'est un défi magnifique, mais encore une fois, il faut bien se préparer. Alors, avant de parler dans le détail de la façon de s'entraîner, nous devons comprendre ce qu'il faut pour réussir le Tour du Mont Blanc. En d'autres termes, quelles sont les exigences de l'épreuve, en fait. En effet, on ne peut pas élaborer un plan d'entraînement qui tient la route avant d'avoir compris ce que l'épreuve exige de nous. J'ai analysé ces exigences en 3 catégories et on va les regarder maintenant. Voici les principales exigences physiologiques. Les 2 premiers points sont assez évidents. Tout d'abord, il faut une exceptionnelle endurance aérobie afin de pouvoir faire les 330 km.
Et ensuite, il faut un bon rapport poids-puissance, le plus élevé possible, en fait, pour les 150 km de montée. Alors maintenant, 2 points qui sont un peu plus techniques. D'abord, une bonne capacité à brûler des graisses au lieu du glycogène pendant les montées. On va en parler beaucoup plus tout à l'heure. Et enfin, une bonne capacité à récupérer sur les descentes après les efforts sur les montées. Bon, maintenant, les exigences psychologiques. Il faut être capable de rester concentré, motivé et lucide pendant tout le temps nécessaire pour terminer, même en situation de fatigue importante, voire très importante. Il faut l'autodiscipline pour conserver votre allure optimale dans les montées et accepter de laisser partir les autres qui sont plus rapides, quitte à les retrouver plus loin, ce qui est souvent le cas. Et puis, si vous ne les retrouvez pas, c'est parce que de toutes les façons, ils sont plus forts que vous. Ensuite, la capacité à tolérer de longues périodes de douleur et de l'inconfort. Enfin, l'inconfort, c'est parfois le moins qu'on puisse dire. Et dernièrement, au niveau psychologique, il faut savoir rester positif et faire face aux inévitables moments difficiles et aux pensées négatives. Donc tout ça, ça s'entraîne aussi. Enfin, les exigences techniques. Il faut bien entendu une excellente technique de grimpeur sur des distances longues et des pourcentages variés. Il faut la capacité à s'alimenter sur le vélo avec un choix nutritionnel efficace pour ce parcours long et exigeant. La nutrition, c'est vraiment très, très, très important. Il faut évidemment aussi une très bonne technique en descente et dans les virages, parce qu'on descend de temps qu'on monte. Et enfin, la capacité à changer ses vêtements sur le vélo ou au moins à les ajuster en fonction de la température est intéressant parce que sinon on peut perdre beaucoup de temps à devoir s'arrêter à chaque fois qu'il faut enlever la veste ou la remettre ou quoi que ce soit. Alors, un mot de conclusion sur cette liste d'exigences. Il est certainement possible d'atteindre la ligne d'arrivée du Tour du Mont-Blanc sans être excellent sur tous ces critères. Mais cela vous prendra plus de temps et peut-être même beaucoup plus de temps. Chaque critère est en effet important et votre combinaison particulière déterminera votre performance globale personnelle. Donc maintenant, on vient au plan. Alors, pas de plan standard. Pourquoi? C'est parce que le meilleur plan d'entraînement pour vous est celui qui a été conçu en tenant compte de vos besoins et qui est constamment adapté lorsque vos besoins changent au fil du temps, quand c'est toujours le cas. Vos besoins à vous sont déterminés par vos objectifs, vos forces, vos faiblesses, votre expérience, votre contexte personnel et vos contraintes. Et quand ces besoins varient d'une personne à l'autre, nous ne pouvons pas proposer un plan standard qui tient la route. Le plan que nous vous proposons est avant tout un cadre et des recommandations que vous devrez adopter et adapter selon vos besoins. Donc, mon objectif, c'est de vous donner les moyens de bien réfléchir au processus et de prendre la responsabilité de votre propre préparation. Attention, quand même, inévitablement, une partie de ce que je dirais ne serait pas forcément approprié pour vous, car je ne connais pas votre situation exacte. On va commencer par regarder les principes qui doivent sous-tendre le plan. Le premier et le plus important, si vous voulez réussir le Tour du Mont-Blanc, c'est que vous devez en faire une priorité. Non seulement dans votre entraînement, mais aussi, du moins dans une certaine mesure, dans votre vie. Si cela doit être négocié avec votre partenaire ou avec votre famille, c'est le moment de le faire. Ensuite, vous devez vous efforcer à être régulier. Il ne sert à rien, par exemple, de s'entraîner très dur pendant 2 semaines, puis de ne rien faire les 2 semaines suivantes, ou de s'entraîner que le week-end. Vous devez essayer de vous entraîner au moins 4, voire 5 jours par semaine. Point 3, la qualité la plus importante que vous devez développer est votre base aérobie. Rappelez-vous qu'il s'agissait du point numéro 1 des exigences de l'événement. Malheureusement, il n'y a pas de raccourci pour cela. Vous devez passer beaucoup de temps sur votre vélo, le plus souvent à faible intensité. Cela
créer les adaptations d'endurance dont vous avez besoin sans ajouter de fatigue inutile. Je vais entrer un peu plus en détail sur ce point car c'est souvent mal compris. En fait. Pourquoi donc s'entraîner à faible intensité? Logiquement, si vous voulez rouler plus vite, vous devez vous entraîner plus vite, non? Eh bien, ce n'est pas si simple. Le point essentiel est que vous obtenez toutes les adaptations aérobies dont vous avez besoin à faible intensité et que le fait de rouler aussi fort que possible à chaque sortie est une manière très inefficace de s'entraîner en raison de la fatigue supplémentaire qui limite en fait le temps que vous pouvez vous entraîner. Cela fonctionne lorsque vous commencez à faire du vélo, mais vous allez rapidement atteindre un plateau. Si on regarde le graphique, la plupart des débutants et de nombreux cyclistes de club qui devraient savoir un peu mieux s'entraînent comme les barres bleues qu'on voit sur le graphique là, en passant l'essentiel de leur temps à rouler moyennement ou très fort dans les zones 3 et 4, donc tempo ou presque seuil. Il a maintenant été démontré qu'il est plus efficace de faire la majorité de votre entraînement, c'est-à-dire entre 80 et 90%, à faible intensité, avec seulement une petite quantité à haute intensité. C'est ce qu'on voit avec les barres rouges, et c'est ce qu'on appelle l'entraînement polarisé. C'est ça que je recommande vivement pour le Tour du Mont Blanc, à plutôt 90-10 que 80-20. Alors, pour bien suivre l'entraînement polarisé, il faut être clair sur les zones. Un modèle a 3 zones et tout ce dont vous avez besoin. Le point le plus important se situe entre la zone 1 et la zone 2 sur ce modèle à 3 zones. C'est ce qu'on appelle la LT1, le premier seuil de lactate, et c'est le point à partir duquel la concentration de lactate dans votre sang commence à augmenter. Vous devez effectuer la majorité de votre entraînement à ce seuil ou en dessous. Donc, comment le déterminer? La meilleure façon est d'effectuer un test en laboratoire où le technicien mesure la concentration de lactate dans votre sang pendant que vous augmentez l'intensité par palier sur un traîneau. Ce test est cependant coûteux et pas toujours facile à trouver. Donc, vous pouvez quand même l'évaluer, l'estimer vous-même en effectuant un test par palier sur votre propre home trainer, en commençant par une charge très facile comme 75 ou 80 watts et en augmentant de 15 ou 20 watts toutes les 5 minutes. Faites très attention à votre respiration et notez la puissance et la fréquence cardiaque au moment où elle commence à devenir plus forte. Cela indique que vous venez de franchir le seuil et que vous utilisez plus d'oxygène. Cela arrivera probablement à une intensité beaucoup plus faible que vous ne le pensez. Pour la plupart des gens, cela ne représente pas plus que 60 à 65% de la fréquence cardiaque max ou de la FTP, et peut-être encore plus bas. Alors, retour à notre liste de principes généraux. Le 4e principe consiste à développer votre capacité à brûler des graisses. Là aussi, je pense que ça vaut la peine de donner quelques explications pourquoi c'est important. Donc, pendant un effort d'endurance, notre corps dispose de 2 sources d'énergie possibles, essentiellement du glucose et des graisses, les lipides si vous préférez. Il existe des différences importantes entre les deux. Tout d'abord, seul le glucose fonctionne comme carburant à haute intensité, alors qu'à faible intensité, votre corps devrait être capable d'utiliser les deux, le glucose ou le glycogène et les lipides, avec une répartition qui varie en fonction de l'intensité. Deuxième point, votre corps ne peut stocker qu'environ 2000 calories d'énergie sous forme de glucose, ou plus précisément du glycogène, alors qu'il peut stocker au moins 50 000 calories sous forme de graisse. Cela signifie que, si on fait l'analogie avec une voiture, nous avons un moteur qui peut brûler 2 types de carburants différents,
mais nous n'avons qu'un petit réservoir du carburant qui permet d'aller vite, alors qu'il y a un énorme réservoir de celui qui permet de rouler lentement. Il y a donc un avantage énorme si vous pouvez brûler un pourcentage élevé de graisse à l'allure de course, quand vous conservez le glycogène pour des efforts les plus difficiles uniquement. Quelqu'un qui brûle très peu de graisse à cette même allure est obligé de brûler ses énergies de glycogène parce qu'il n'y a rien d'autre, et une fois qu'elles sont épuisées, il doit ralentir. Regardons ce que ça veut dire au TMB. Voici donc le défi métabolique du Tour du Mont Blanc. Si vous devez terminer en moins de 19 heures, vous passerez environ 15 heures à grimper. En faisant le calcul pour un cycliste de 70 kg avec 10 kg de vélo et d'équipement, il ou elle dépensera environ 11 000 calories en énergie, en plus des quelques 2000 calories nécessaires pour rester en vie. Mais la consommation maximale que vous pouvez raisonnablement consommer sur le vélo en 19 heures est d'environ 6000 calories. C'est quand même beaucoup. Cela signifie consommer plus de 300 calories par heure, heure après heure pendant 19 heures. 300 calories, c'est à peu près une grande bouteille de boisson énergétique, plus 2 voire 3 barres énergétiques ou leur équivalent. Ce n'est vraiment pas évident de manger autant. Maintenant, n'oubliez pas que vous n'avez qu'environ 2000 calories stockées dans le glycogène. Cela signifie qu'il y a un déficit d'au moins 3000 calories. Si vous ne pouvez pas obtenir ces calories à partir de vos graisses, il vous serait très difficile de continuer. Je crois que c'est une raison majeure pour laquelle tant de personnes sont obligées d'abandonner le Tour du Mont Blanc. En fait, c'est cette manque d'adaptation métabolique. Il est donc évident que vous avez un avantage considérable sur le Tour du Mont Blanc si vous pouvez brûler un pourcentage élevé de graisse à l'allure de la course. Le truc, c'est qu'il y a de très grandes variations entre les gens. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, tiré d'une étude de recherche, même chez les cyclistes bien entraînés, ce qui inclut certainement tous les participants au TMB, enfin il faut l'espérer, les variations sont énormes, avec une oxydation des graisses au repos allant de 100% à seulement 20%. Les chercheurs ont constaté une répartition similaire à l'allure de course, mais avec une moindre utilisation des graisses. Enfin, toute la courbe est poussée vers la droite. Les meilleurs ne parvenaient qu'à 40% d'utilisation de graisse, donc 60% de glycogène forcément, et beaucoup étaient à zéro utilisation de graisse. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de travailler sur cet aspect et de s'améliorer sur ce point. Donc, on va en parler comment tout à l'heure. De retour à notre liste, le 5e principe est d'augmenter votre tolérance à la douleur. L'une des meilleures définitions de l'endurance est que l'endurance est la lutte pour continuer contre une envie croissante d'arrêter. Pour beaucoup de gens sur le Tour du Mont Blanc, cette envie de s'arrêter et donc cette lutte commence sérieusement au col du Petit Saint-Bernard, alors qu'il reste, à ce point-là, il reste toujours 100 km à rouler et 3000 mètres de dénivelé à gravir. Le Tour du Mont Blanc va vous faire souffrir. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc, il faut s'y préparer et plus vous entraînerez à tolérer la douleur et l'inconfort, plus vous aurez de chances à terminer l'épreuve. Alors, continuons les principes. Il reste encore quelques-unes. Le 6e principe d'entraînement consiste à augmenter progressivement la charge tout au long de l'année. Si vous ne vous entraînez actuellement que 5 heures par semaine et que vous voulez passer à 12 heures par semaine, vous devez prendre au moins un mois pour y arriver, car votre corps a besoin de temps pour s'adapter. Vous ne pouvez pas passer durablement de 5 heures à 12 heures, par exemple. Principe numéro 7,
ne perdez jamais de vue le fait que votre corps ne se renforce que lorsque vous vous reposez et récupérez. L'entraînement crée des dégâts et donne des stimuli nécessaires, mais on ne devient plus fort que pendant la récupération. Il est vraiment important de laisser à votre corps le temps dont il a besoin pour s'adapter et devenir plus fort. Même si vous avez le temps, il ne faut pas essayer de s'entraîner tous les jours. Ce serait contre-productif. Numéro 8, surveillez votre capacité à supporter une charge élevée. C'est important car les recherches menées ces dernières années ont montré qu'un entraînement intensif n'a un effet positif que si votre corps est en état d'en profiter. Voyons donc comment nous pouvons surveiller ça. Le problème est que la récupération et l'adaptation sont freinées par le stress. Le stress de l'entraînement, bien entendu, mais aussi le stress de la vie, ou les deux ensemble. Tout ce stress oblige votre corps à sécréter diverses hormones qui sont nécessaires pour gérer le stress, mais qui freinent votre récupération. Heureusement, il existe un moyen très simple de mesurer votre niveau actuel de stress total. Vous n'avez pas besoin de tester les hormones, mais simplement leur effet sur votre rythme cardiaque et surtout sur sa variabilité. Installez l'application HRV4 Training sur votre téléphone, puis mesurez votre variabilité chaque matin, juste après le réveil. Il prend seulement 1 minute de mesure. Au bout d'une semaine, l'application vous indiquera vos valeurs normales. Dans cet exemple que vous voyez à l'écran, vous pouvez voir mes relevés quotidiens. Ça, c'est les barres bleues, verticales. Vous voyez aussi la moyenne mobile sur 7 jours en ligne blanche et la plage normale qui est la partie grisée entre les lignes pointillées. Dans ce cas, tout allait bien jusqu'au 20 mai où la barre en jaune est nettement plus basse, c'est en dehors de la plage normale. Donc, j'ai pris un jour de congé et le lendemain, il s'est rétabli. Donc, la règle de base, c'est tant que votre variabilité est normale, c'est-à-dire dans la plage, tout va bien. Entraînez-vous selon votre plan. Par contre, si votre variabilité est en dehors de la plage normale, qu'elle soit d'ailleurs trop élevée ou trop basse, vous devez prendre une journée de récupération. C'est un peu compliqué, évidemment. Pour en savoir plus, regardez notre récente vidéo sur notre chaîne YouTube, ou si vous préférez lire, vous pouvez trouver notre récent article de blog sur le site AlpineCall, ou tout simplement, vous faites une recherche Internet sur le HRV. Je crois qu'il y a beaucoup plus en anglais qu'en français, mais voilà, vous trouvez plein sur l'Internet. Enfin, dernier point, mais pas le moindre, vous devez inclure des exercices dans votre entraînement pour travailler vos compétences techniques telles que la descente, les virages, votre capacité à manger sur le vélo et votre habilité à enlever ou remettre votre veste, par exemple. Donc, maintenant que nous avons parlé des principes généraux, examinons le cadre du plan d'entraînement. Il comprend 3 phases ou périodes. D'abord, la préparation, où vous préparez votre corps à une charge d'entraînement accrue et vous développez vos capacités aérobie et de brûler des graisses. Ensuite, la phase donc ça c'est la période de maintenant jusqu'à fin mars. Ensuite, la période de pré-compétition, c'est les 3 mois, avril, mai et juin. Et là, vous ajoutez du volume à l'entraînement pour vous préparer à la course. Et enfin, la période de compétition ou la phase d'affûtage, c'est les 3 dernières semaines où vous réduisez la fatigue sans perdre votre forme physique. Alors, ici, vous voyez notre cadre du plan d'entraînement. Il s'agit bien d'un cadre et non pas d'un plan détaillé au jour le jour pour les raisons que j'ai déjà expliquées. L'idée est que si vous comprenez bien le raisonnement, vous pouvez vous en inspirer pour développer votre plan personnel taillé sur mesure pour vous-même, en fait. Le plan va être disponible sur le site Internet du TMB, ainsi qu'un récap de ses principes. Ce qui est là en ce moment, en fait, c'est de l'année dernière. La mise à jour est en cours. Je ne sais pas si ça va être fait avant le week-end. Donc, je vous les enverrai
après la conférence, on fait les nouvelles versions. Je peux vous les envoyer directement. Alors, je ne vais pas commenter ce plan point par point, mais juste expliquer la structure. Cette page, qui est la première page, vous indique sur quoi vous devez vous concentrer pendant chaque période et pourquoi. La deuxième page va donner des propositions de séance. En chaque phase qu'on voit ici, la phase de préparation, c'est décomposé en ce qu'on appelle dans le jargon mésocycle de 4 semaines, comprenant 3 semaines de charge et 1 semaine de décharge. Le charge d'entraînement cible pour chaque semaine, qui est donné par cette ligne, en fait. Juste un mot pour les plus anciens, si vous avez plus de 50 ans, il y a un argument en faveur de faire des mésocycles de 3 semaines au lieu de 4 semaines. Donc, les 3 semaines comprenant 2 semaines de charge et 1 semaine de récupération, c'est parce qu'à partir de 50 ans, on a plus du mal à récupérer. Il nous faut plus de temps. Voici la deuxième page avec les semaines types et des propositions de séance. Donc, tout ça, je vous l'envoie. Alors, comment prendre ce cadre et le personnaliser pour vous? Il vaut mieux tout simplement être pragmatique et commencer par vos contraintes. Et notamment, le plus important, c'est votre disponibilité en temps. Soyez réaliste. En le confirmant avec votre partenaire et votre famille, vous éviterez peut-être bien des malentendus et des conflits. Alors, les questions à se poser, c'est quel jour de la semaine pouvez-vous vous entraîner et pour combien de temps? Quelles sont les obligations familiales ou professionnelles qui vous empêcheront de vous entraîner certains jours ou certaines semaines? Donc, une fois que vous aurez bien réfléchi, vous pourrez bloquer semaine après semaine le temps d'entraînement dont vous disposerez. Évidemment, ça va évoluer au fil du temps, mais il faut commencer quelque part. Vous vous retrouverez probablement avec quelque chose qui est assez loin de l'idéal. Mais tant pis, c'est comme ça pour tout le monde. Il faut faire autant d'ajustements que possible pour tenter de respecter le principe qui est d'augmenter la charge d'entraînement puis de récupérer par cycle de 3 ou 4 semaines, mais ce n'est jamais parfait. Voyons maintenant ce que doit contenir la première partie de votre plan d'entraînement. Donc, la première partie, la phase de préparation, qui s'étend maintenant de maintenant à la fin du mois de mars. Les objectifs clés ou les priorités durant cette période sont, premièrement, d'habituer votre corps à la charge et développer votre capacité à vous entraîner pendant 10 à 15 heures par semaine. Et, ce faisant, à rouler sur de longues distances sans fatigue excessive. Deuxièmement, et cela fait partie du premier objectif, en fait, parce que les deux vont de pair, développer votre capacité à brûler les graisses. Ces deux premiers objectifs représentent les 90% de votre entraînement. Les 10% qui restent consistent à développer la force et l'endurance de force, ce qui impactera aussi sur votre capacité à tolérer la douleur. Enfin, incluez quelques exercices pour travailler les compétences techniques telles que la descente et les virages. Voilà pour les objectifs et les priorités. Voyons maintenant comment les atteindre. Donc, comment développer l'endurance aérobie? Il n'y a pas de raccourci. Il faut simplement rouler autant que possible. Progresser vers des sorties de 6 puis 7 heures à faible intensité. Ne succombez surtout pas à la tentation de rouler plus vite. Ce qui est important, ce n'est pas les kilomètres, c'est les heures passées en selle. Rappelez-vous que ces sorties sont censées être lentes. Et 90% de votre entraînement devrait être comme ça. Ces longues sorties lentes vous aideront également à brûler plus de graisse, mais seulement si vous adaptez votre alimentation. Plus vous consommez de glucides et surtout de sucre, plus votre corps préférera brûler du glucose. C'est logique en fait. Mais ce n'est pas ce que vous voulez. En même temps, il faut quand même faire attention à garder le bon équilibre entre les calories brûlées et les calories consommées.
pour être sûr que vous mangez assez, mais pas trop. Alors, voyons concrètement quelques consignes de base pour y arriver. Alors, comment développer votre capacité à brûler plus de graisse? Donc, voici quelques règles de base. La répartition idéale au niveau des macronutriments est d'environ 48, 24, 28 en pourcentage entre glucides, protéines et lipides ou graisses, calculé sur les calories consommées. Notez que je ne préconise pas un régime pauvre en glucides et riche en graisse, le fameux régime LCHF, Low Carb High Fat. Ce régime a peut-être sa place dans le domaine de l'ultra-endurance, mais même là, ce n'est pas certain, les experts sont divisés. Afin d'atteindre ce cible à 48, 24, 28, vous devriez probablement limiter votre consommation de glucides et surtout de sucre blanc et d'autres glucides à indice glycémique élevé. Enfin, préférez des aliments naturels et non industriels, ça devrait être une évidence. On va passer les 3 catégories de macronutriments en vue. En ce qui concerne les glucides, il faut privilégier au maximum les glucides complexes et naturels, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les lentilles, les légumineuses, etc. Et surtout, il faut éviter ce qui est à droite, les gâteaux sucrés et les plats industriels de toutes sortes. En ce qui concerne les protéines, là encore, votre choix devrait se porter sur la qualité. Donc, volaille, poisson, viande maigre, œufs, fromage, yaourt grec, tout ça, c'est des bonnes sources de protéines animales. Et bien sûr, les protéines d'origine végétale, telles que les lentilles, les pois chiches, les haricots, céréales, noix, tofu, avoine, riz sauvage, etc., etc. Et enfin, les graisses. Il faut se rappeler que les graisses sont essentielles pour la santé, en particulier les graisses naturelles mono- et polyinsaturées, qui sont des oméga 3 et oméga 6. Alors, les bonnes sources, c'est des avocats, c'est le fromage, surtout à pâte dure, c'est des poissons gras, saumon, sardines, maquereau, etc., on vient de les voir. C'est des olives et l'huile d'olive, c'est des noix et les graines, c'est la noix de coco, l'huile de coco, c'est le yaourt entier, c'est des œufs. Et enfin, une bonne nouvelle, c'est du chocolat noir avec modération, évidemment. Enfin, sur le vélo, faites vos longues sorties à jeun pendant les 2-3 premières heures. Vous pouvez pousser un peu plus tard au fil du temps si vous y arrivez. Il faut aussi éviter les boissons énergétiques jusqu'aux 4 dernières semaines environ, où il faut, enfin 4 ou 6, au moment où il faut recommencer à s'habituer à ça. Jusqu'à là, il vaut mieux se tenir à l'eau de rose, vraiment pour donner à votre corps la meilleure chance de s'adapter. Il faut quand même manger quelque chose sur une sortie de 6 à 7 heures, mais plutôt que de manger de bases énergétiques et des choses trop sucrées, préférez des fruits secs, des bananes, des pommes de terre. Là, c'est intéressant, la recherche a démontré que les pommes de terre sont tout aussi efficaces que les gels en fourniture d'énergie. Du pain complet, des gâteaux de riz, etc., etc. Voilà pour l'alimentation. Examinons maintenant les 10% de votre entraînement qui doivent être concentrés sur la haute intensité. Le jour venu, vous ne devriez pas du tout rouler à haute intensité en fait. Alors, quel est l'intérêt de faire un entraînement à haute intensité? Regardons une courbe de puissance durée pour comprendre. Ces séances d'entraînement à haute intensité ont en effet 2 objectifs. L'un est d'augmenter la courbe par là, évidemment, dans la partie à durée courte, mais ça a un effet sur toute la courbe, donc ça va aussi faire augmenter votre FTP. Même de courts intervalles ont cet effet-là. Et l'autre raison pour faire des intervalles est d'augmenter votre tolérance à la douleur. Si vous les faites bien et si vous allez au bout, ça fait mal. Alors, prenons quelques exemples.
S'il s'agit d'une séance de sprint, faites de 5 à 10 sprints de 7 secondes pendant une sortie qui est autrement facile. Sur l'enregistrement ici, vous pouvez voir 3 sprints avec ma puissance en jaune et ma fréquence cardiaque en rouge. Vous devez laisser suffisamment de temps entre chaque sprint pour que votre fréquence cardiaque redescende. Mais bon, sinon, vous pouvez les faire toutes les 5 minutes. Faites ça faites les sprints pour un cycle méso complet de 2 ou 3 semaines, puis récupérez. Et le cycle méso suivant, vous pourriez faire des sprints de 15 secondes et celui d'après, des sprints de 30 secondes. Essayez de garder à chaque fois une puissance aussi constante que possible du début à la fin du sprint. Votre puissance sera bien sûr plus faible pendant un sprint de 30 secondes que pendant un sprint de 7 secondes, c'est évident. Alors, plus tard, vous pourrez soit utiliser des intervalles de type Tabata, que vous voyez ici, avec une récupération très courte, comme 3 blocs de 12 fois 20-10 secondes ou 40-20 secondes, avec 5 à 10 minutes entre les blocs, soit passer à des intervalles plus longs, d'abord 1 minute, puis 2 minutes ou 3 minutes, avec un temps de récupération égal entre les deux. N'oubliez pas que ces exercices concernent autant la tolérance à la douleur qu'autre chose et qui sont donc censés faire mal. Il peut être bénéfique de les faire à faible cadence, quand cela aide à la fois votre coup de pédale et, dans une certaine mesure, la force de vos jambes. Enfin, vous devez intégrer des exercices d'avis et techniques comme nous avons déjà vu. Donc, profitez de vos longues sorties pour vous entraîner aux techniques aussi. Alors ça, c'est le sujet qui fâche. Tristement, c'est vrai, la meilleure manière de renforcer ses muscles est hors du vélo. La préparation physique générale concerne surtout les jambes et le gainage. 1 ou 2 séances par semaine en salle, idéalement guidées par un entraîneur spécialisé. Le but en début d'année est d'augmenter votre force musculaire. Si vous êtes novice, faites preuve de prudence pour limiter les risques de blessure. Les exercices les plus basiques sont les squats, les fentes, les planches et les pans, mais il en existe beaucoup d'autres qui sont bénéfiques. L'essentiel est d'apprendre la bonne technique. Ensuite, souplesse et étirement, 2 à 3 séances de 20 minutes par semaine. Le pilates ou le yoga peuvent être extrêmement bénéfiques. L'apprentissage d'une technique correcte est essentiel. Choisissez donc un praticien qui connaît le cyclisme et ne prend que des petits groupes, ou mieux encore des individus. Et vous pouvez compléter tout ça avec des activités complémentaires d'autres sports, la marche à pied, footing, natation, etc. Et je dis ça parce que si le vélo est votre seul sport, vous allez accumuler des déséquilibres et des problèmes musculaires au fil du temps. Donc, ce n'est pas une très bonne idée de faire que du vélo. Voilà, on arrive à la fin. Je vous ai donné les principes et les lignes directrices qui devraient vous permettre de bien vous préparer d'ici la fin mars. Rendez-vous le 30 mars pour faire le point et parler de comment s'entraîner pendant la période qui restera. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez ces principes, créez votre propre plan d'entraînement personnalisé et puis mettez-le en œuvre. Si vous souhaitez un soutien professionnel pour être vraiment au top le jour J, nous pouvons vous aider et de 2 manières complémentaires. Le premier, c'est un stage d'entraînement pour un gros bloc d'entraînement ainsi qu'un coaching individuel lors du stage sur vos compétences techniques. Et bien sûr, de nombreux conseils et astuces pour votre préparation et pour l'événement lui-même. Aussi, vous pouvez nous contacter pour le coaching, un contrat de coaching individuel, ce qui vous ferait bénéficier d'un suivi et de conseils personnalisés au quotidien. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir écouté et bon courage, bonne chance pour votre entraînement et à bientôt.